Ok, je pense que nous pouvons débuter. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Si tout le monde me reçoit, je pense que nous pouvons débuter la réunion. Donc, bonsoir une fois de plus à tous. S'il y a des soucis de réception, bien vouloir le signaler, que nous nous assurons que tout le monde est en phase avec nous. D'accord, je vais donc commencer. S'il n'y a pas de... Si tout le monde me reçoit bien. Je me présente, je suis l'ingénieur Jekam Suleiman. J'ai le plaisir d'assurer la modération de cette conférence en ligne organisée jumellement par Mycotexal et Geostatistics for All. Donc, je tiens premièrement à tout d'abord à dire merci à tous les collaborateurs pour cette réunion, à savoir les différents ingénieurs et docteurs qui participent à cette réunion et les institutions également qui nous accompagnent pour l'organisation de cette conférence en ligne. Le thème qui nous rassemble ce soir, comme vous le savez tous, est l'intelligence artificielle au service de la Terre, dont les défis, enjeux et applications en géosciences et urbanisme. Un sujet d'actualité. Donc, l'intelligence artificielle de nos jours, nous savons que c'est un domaine qui est de plus en plus prisé, de plus en plus sollicité. Donc, on essaie de parler d'intelligence artificielle dans presque tout aujourd'hui. Mais la question est de savoir, est-ce que nous maîtrisons même ce que c'est que l'intelligence artificielle? Est-ce que nous savons comment ça peut être appliqué? Donc aujourd'hui, nous avons pris, nous sommes dit qu'il est important de prendre un thème d'application de l'IA. Comme nous sommes beaucoup plus dans les domaines des géosciences, nous sommes concentrés dessus déjà pour vous présenter de façon brossée ce que c'est que l'IA et comment il peut, quels sont ses enjeux et défis dans ces différentes applications-là. Donc, ce n'est pas un cours que nous venons vous donner, ce sera beaucoup plus interactif lorsque mes collaborateurs vont enchaîner. Donc, la conduite à suivre, nous prions d'abord tous les participants à couper leur micro pour que ça ne gêne pas pendant les présentations, à lever la main lorsque vous aurez des questions et à noter toutes vos questions. Vous pouvez soit noter vos questions dans le chat de la réunion ou les noter sur un bout de papier pour les poser à la fin, car c'est à la fin que nous allons répondre aux questions. OK. Sans plus tarder, avant de passer la parole au premier intervenant, je vais me poser à moi-même et à nous tous la question de savoir qu'est-ce que l'IA? Parce qu'on a beau dire l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on sait même ce que c'est? Ce qui est sûr à la sortie de cette réunion, tout en maîtrisant les différents enjeux dans les domaines que nous avons listés, nous pourrons mieux appréhender la réponse à cette question. Pour ma part, pour le faire très simple, d'une façon les plus basiques possible, je peux dire que l'IA, en fait, c'est tout simplement la capacité d'une machine à vouloir imiter ou copier ou dépasser même une certaine forme de raisonnement et de fonctionnement de l'homme. Donc l'IA fonctionne ainsi, il permet d'apprendre à partir des données, prendre des décisions, reconnaître les formes des visages et pouvoir anticiper des événements. Donc, tout au long des enjeux, des applications que nous allons lister, vous allez voir comment cela peut s'appliquer. Donc, pour ne pas être long, car je suis juste là pour modérer cette conférence, je vais passer la parole au premier panéliste qui se présentera lui-même, l'ingénieur Dr Boro André William, qui va nous entretenir sur la première thématique, qui est l'IA appliquée dans les géosciences. La parole est à vous, monsieur Boro. Bonsoir à tous. Je me présente, je me nomme André William Boro. Je suis ingénieur en géostatistique minière camerounais. Et également, je dispose d'un doctorat en modélisation, estimation des ressources et analyse de données géologiques. Donc, pour cet exposé, je vais vous entretenir sur le thème intelligence artificielle et exploration minière. Alors, comme l'a bien dit mon collaborateur tout à l'heure, l'intelligence artificielle,
une discipline qui prend de plus en plus de l'ampleur et depuis quelques années déjà, son application est de plus en plus effective dans les domaines de la géoscience. Pour cet exposé-ci, j'ai décidé de présenter quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle, en particulier de machine learning et le deep learning dans l'exploration minière. Quelles sont les méthodes utilisées dans le but de révolutionner ou alors je vais dire, d'améliorer la précision de l'exploration minière. Alors, j'ai présenté un tout petit PowerPoint que je vais vous exposer là tout à l'heure. Bon, c'est pas Docteur grand-chose, Goro, si vous pouvez nous partager votre écran, ça nous permettra de mieux vivre la présentation en étant près de vous. D'accord, c'est ce que j'essaie de faire. Excusez-moi. D'accord, je pense. Vous m'écoutez, non? Oui, oui, je Monsieur pense. Suleiman? Oui, oui, nous vous recevons. Très bien. Ok, d'accord. J'ai fait un PowerPoint de quelques pages, de 56 pages, juste pour présenter ce que c'est que l'IA en géosciences ainsi que quelques de ses applications. Alors, j'ai nommé le PowerPoint révolutionner l'exploration minière avec l'intelligence artificielle vers une prospection plus rapide, plus précise et plus durable. Alors, mon thème ici va faire une petite comparaison en fait entre les méthodes d'intelligence artificielle pour la prédiction ou encore la classification des ressources et les méthodes actuelles utilisées, notamment les méthodes géostatistiques. Alors, en introduction, je dirais que depuis les années 1900, année de base dans la création des modèles d'estimation dans le domaine minier, les chercheurs ont eu face à eux ce problème de formulation d'hypothèses quant à la création de différents modèles. Alors, en géostatistique, on se retrouve toujours face à des contraintes. Il faut à des contraintes dont il faut être quand on veut formuler un modèle. Les contraintes les plus généralisées sont souvent les contraintes de linéarité ou encore les contraintes de stationnarité, c'est-à-dire on suppose un phénomène linéaire ou encore stationnaire. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions au début des années 2000 avec les méthodes telles que les simulations géostatistiques, mais on s'est toujours rendu compte que ces méthodes-là étaient complexes car leur exécution demandait un gros volume de temps et un volume énorme de ressources. Aussi, ces méthodes traditionnelles sont efficaces, certes, mais très limitées. Alors, les méthodes d'intelligence artificielle, notamment le machine learning et le deep learning, vont aider dans le domaine de la géoscience et notamment dans l'exploration minière, dans le traitement massif des données, dans l'automatisation des tâches, ainsi qu'à l'amélioration de la précision des estimations ou encore des prédictions. Déjà, pour faire un petit rappel sur l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est une méthode qui regroupe les techniques d'imitation de l'intelligence humaine. Nous nous basons, comme je le disais au début, dans cet exposé sur le machine learning et le deep learning, qui sont des méthodes de prédiction, c'est-à-dire c'est la branche de l'intelligence artificielle qui est chargée de faire des prédictions. Ces méthodes-là peuvent être supervisées, c'est-à-dire avant de faire des prédictions, nous disposons des données avec des étiquettes. Alors, il peut être régressif ou encore catégoriciel. Catégoriciel dans le cas où je veux peut-être faire une cartographie géologique et
Et dans la régression, dans le cas où je veux peut-être estimer la teneur en un élément particulier. Il peut également être non supervisé avec les méthodes classiques en statistique qui ont été améliorées telles que le cluster et la détection d'anomalies. Les méthodes les plus récurrentes qui sont utilisées sont les méthodes de forêt aléatoire et du XGBoost qui sont beaucoup plus les méthodes qui sont définies comme les méthodes d'arbre de décision. Les méthodes des réseaux de neurones convolutionnels ou encore les LSTM qui sont les méthodes de réseaux de neurones qui sont ces méthodes d'intelligence artificielle qui imitent la structure du cerveau pour effectuer les prédictions. Alors, en géosciences, on a plusieurs types d'applications quant à l'IA et notamment dans la prédiction. Une des applications phares, c'est l'analyse géochimique et géophysique appliquée. Alors, l'IA peut être très fort dans la détection, dans les opérations comme la détection des anomalies ou encore dans la reconnaissance de lithologie. J'ai insisté ici dessus. Pourquoi? Parce que en géostatistique, nous faisons certes des bonnes estimations du point de vue de la régression, mais une fois qu'on attaque le domaine de la classification, on se retrouve parfois buté. C'est-à-dire, si je veux faire un modèle géologique 3D, j'ai deux options. La première option, c'est que je me retrouve en train, je dois transformer les données catégoricielles en données numériques, c'est-à-dire ici, dans ma base de données, j'ai peut-être les éléments tels que le gneiss, le granit ou encore toute une autre formation géologique. Je dois faire ce qu'on appelle un encodage. Donner là les valeurs 1, 2, 3 à différentes, je veux dire quoi, à différentes couches lithologiques. Par la suite, j'utilise les méthodes telles que le criage d'indicatrices ou encore les simulations. Et plus tard, je dois revenir à des méthodes, je dois faire une transformation inverse, un encodage inverse pour revenir à mes valeurs. On s'est rendu compte que ces méthodes-là étaient bonnes, mais on avait souvent des problèmes quand on se retrouvait avec les valeurs intermédiaires. Par exemple, si j'ai pris le granit 1, le gneiss 2, c'était difficile quand je me retrouve, par exemple, avec une estimation avec une valeur telle qu'un sur 105. Il fallait que je sois très fort, que j'adapte les données, que je connaisse bien le contexte géologique, là, que je voie comment est-ce que se comportent les frontières pour faire une cartographie précise. Alors, avec les méthodes d'intelligence artificielle, surtout les méthodes telles que les réseaux de neurones convolutionnels qui sont beaucoup plus adaptés pour les méthodes de classification, je me retrouve à faire cette cartographie-là plus facilement. Une des autres applications, c'est la cartographie prédictive, c'est-à-dire utiliser les points inconnus pour identifier des nouvelles cibles. L'IA peut être très, très, très bonne ici, n'est-ce pas, pour faire des estimations de bonne qualité. Déjà que ce sont des méthodes qui, pour leur formulation, pour la plupart, ne prennent pas en compte des hypothèses compliquées telles que la linéarité, la stationnarité ou encore autres. Les données sont traitées de façon très brute. Ainsi, on est sûr que les résultats qu'on a à la fin de notre traitement tend le plus vers la réalité, surtout quand les métriques nous donnent des résultats excellents. Un autre point, le dernier point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est la fusion des données. En modélisation et estimation des ressources, on a souvent ce problème-là, la considération de toutes les données issues de l'exploration.
par exemple, quand on fait une exploration, on peut avoir les données magnétiques, les données de log lithologie. Quand on fait un logging, on peut avoir les données des densités, les données magnétiques, la géochimie, la lithologie et autres. Mais on restreint souvent, quand on fait le pré-traitement, on restreint souvent cela à 4 fichiers CV qui contient la topographie de la zone étudiée, ACR pour les données géochimiques, COLA pour la localisation et parfois la géologie pour la modélisation géologique. C'est-à-dire, il y a cet ensemble de données-là qu'on balaie et qu'on n'utilise pas vraiment. Alors, avec l'IA, plus on a d'informations, alors plus le modèle sera bon, plus le modèle sera robuste. Il a cette caractéristique-là de créer un modèle qui va considérer le maximum d'informations possibles. Une autre application que j'ai tenu à détailler ici, c'est l'optimisation des plans de forage. Alors, ceux qui se font géotechnique vont un peu se reconnaître, que ce soit les forages d'exploration ou alors les forages d'abattage. Il y a des études concrètes qui prouvent qu'avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et en omettant la plupart des hypothèses, on peut faire de meilleures prédictions de la profondeur et de la mésavention. Trouver une meilleure géométrie, c'est-à-dire le placement de forage, puisque ce modèle-là va prendre en compte la lithologie, la géologie locale de la zone étudiée, et il aura pour conséquence directe la réduction des coûts qui sont assez importants et le nombre de forages nécessaires. J'ai tenu à parler de ceci. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, pour la planification des trous de forage, il y a souvent beaucoup de calculs mathématiques qu'il faut effectuer. Il y a souvent beaucoup de calculs mathématiques qu'il faut effectuer, alors qu'avec un bon modèle qui intègre toutes les données issues d'une exploration, on peut avoir une bonne planification de la campagne des forages. Un autre domaine qui est nouveau, qui est vraiment nouveau, vraiment, c'est le domaine de la classification des ressources. Alors là, je parle de nouveauté. Pourquoi? Parce que bon, dans la classification des ressources, on a des normes, des standards internationaux qui nous disent, n'est-ce pas, quelles sont les règles de classification des ressources. Le IOC australien, le CIM canadien, le SAMREC sud-africain. Et dernièrement, le PAC, qui est le code de l'Union africaine. Mais dommage, dans ces normes-là, les méthodes les plus adaptées pour la modélisation et la classification sont beaucoup plus géostatistiques. Pourquoi? Parce que je me dis que les gens ont peur d'évoluer, vu que l'IA n'a pas une formulation exacte et commune à tout. Mais depuis quelques années, les articles que j'ai eu à parcourir, les articles scientifiques, je me rends compte que les gens s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la précision de la classification des ressources. Ce qui est très important parce que les estimations se font souvent en fonction des classes inférées, indiquées ou mesurées, les classes des ressources ou encore en fonction des réserves probables ou prouvées. Donc, nous sommes en train de tendre vers l'intégration de ces techniques-là de l'intégration des méthodes d'intelligence artificielle dans le IOC, dans les standards comme le IOC, le CIM ou encore le SAMREC. Je disais depuis, je mettais beaucoup plus la géostatistique dans cet exposé, parce que c'est mon domaine et j'aimerais vraiment, vu que je parle de prédiction, c'est quoi vraiment l'impact que ça aura sur la géostatistique? Est-ce que la venue de l'IA
peut en quelque sorte compromettre la géostatistique? Je dirais oui et non. La force de la géostatistique, elle repose sur ses outils de base, les outils tels que le variogramme ou encore la fonction de la covariance. Ce sont des outils qui permettent de déterminer la corrélation spatiale des différents phénomènes étudiés. Mais sauf que là, on est buté parce que cette corrélation spatiale-là va dépendre des coordonnées de la structure, seulement des coordonnées. Mais avec l'IA, la chance qu'on a, c'est que en plus des coordonnées, c'est-à-dire si j'ai une information qui est bien répartie dans le domaine étudié, alors je ne veux pas construire mon modèle seulement en fonction des coordonnées. Je vais ajouter d'autres informations qui vont permettre de rendre mon modèle plus fiable ici. Mais d'une part, je disais que l'IA ne peut pas faire disparaître la géostatistique parce que cette même IA peut permettre son utilisation hybride avec les méthodes telles que le crigeage, peut encore améliorer la modélisation par crigeage. Dernièrement, j'ai lu des articles, moi j'ai travaillé sur un article qui combine l'intelligence artificielle et la géostatistique en fond afin d'améliorer la qualité des variogrammes. Alors, ce TIA-là peut améliorer l'estimation géostatistique en apportant une précision dans la modélisation des éléments tels que le variogramme ou encore la fonction des covariances et améliorer cela et éviter, contourner certaines hypothèses, c'est-à-dire, bon, pas vraiment contourner, mais rendre plus performant les modèles. Dernièrement, j'ai fait une publication où je comparais l'intelligence artificielle, une carte de prospectivité faite par l'intelligence artificielle, par les arbres de décision, notamment la forêt aléatoire et le XGBoost, avec certaines cartes faites par une autre méthode d'intelligence artificielle, les réseaux de neurones convolutionnels et les MLP. Déjà de base, on sait que les méthodes géostatistiques telles que le crigeage ont tendance à faire un lissage de l'information comme montré là sur la carte. Ce qui fait généralement perdre beaucoup d'informations. Alors l'avantage que cette IA dispose, c'est que le modèle n'est pas lissé, c'est-à-dire il n'est pas comme un modèle de crigeage qui dépend beaucoup plus de son ellipsoïde d'estimation. Alors, il n'est pas obligé d'avoir la structure que nous impose le variogramme, mais il fait une estimation point par point. Alors, sur ce, on n'a que dit des bonnes choses de l'intelligence artificielle, mais en quoi est-ce que cela peut-il être dangereux? Alors, moi, je dirais, c'est comme du bon vin, plus c'est bon, plus on en boit. Et on ne se rend pas compte, en fait, s'il y a des limites, s'il y a des choses à améliorer. Le premier vrai problème, c'est le problème de données. C'est le problème des données. C'est généralement, pour les utilisateurs courants, on a tendance à éviter, à sauter, en fait, les étapes de pré-traitement de données, comme on le fait généralement. Juste ces étapes qui nous permettent de voir si des données ont des bruits ou alors des biais. Un bon modèle d'IA doit provenir, doit être fait à partir des données de qualité. C'est-à-dire, il faut qu'on connaisse, en fait, dans quoi on fait. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un modèle géologique sans connaître la géologie de la région.
Ou encore, je ne peux pas faire une modélisation géochimique sans connaître quelle est la variation minimax des teneurs avec lesquelles je suis en train de travailler dans, euh, dans mon domaine, dans ma zone d'études et tout. Il est aussi difficile, il est aussi compliqué. Pourquoi? Parce que la plupart des gens utilisent ces méthodes-là sans connaître leurs principes fondamentaux. Bon, c'est que l'IA, c'est une boîte noire. Je peux prendre un outil comme ChatGPT, par exemple, je lui fournis des données, je dis, OK, fais-moi un modèle de forêt aléatoire ou encore de KNN pour la cartographie de tel, tel et tel, tel. Mais je ne connais pas quels sont les paramètres vraiment. Comment est-ce que je vais ajouter ces paramètres-là? Je passe pas au préalable par une recherche des hyper paramètres qui satisfassent mon modèle. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un modèle de qualité de R carré à 99%, une erreur quadratique moyenne très proche de zéro. Or, le 99% peut souvent être surajusté, ce qu'on appelle souvent overfitting. Le bon modèle n'est pas toujours celui qui est à 99%, à 97% ou à 99% et tout. Donc, il faut que je maîtrise en fait l'outil que je suis en train d'utiliser. Éviter beaucoup les modèles génériques. Il y a des gars déjà dans certains travaux qui utilisent, qui chaque fois reprogramment l'IA avec lequel ils vont travailler. Donc déjà, il faut maîtriser un peu le peu de mathématiques, le peu d'algèbre qui se retrouve derrière pour voir si les modèles sont bons. Le dernier problème que je disais, le dernier défi qui est le plus gros, c'est ce défi d'éthique là. L'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un truc qui est rapide, qui est facile à faire, qui est facile. Le workflow est automatique avec des IA génériques dont on connaît tous. Pour moi, je suis parfois contre, ça rend faible aussi. Ça rend très faible. Les gens ne s'intéressent plus vraiment à la science, ils s'intéressent directement aux résultats. Or, en analyse de données, tu dois connaître les données avec lesquelles tu vas travailler, tu dois connaître la méthode que tu vas utiliser avant de l'utiliser. Là, tu vas mieux comprendre les résultats et les interpréter. Donc, en quelques minutes, j'avais beaucoup à dire. Hein. En quelques minutes, c'est juste ça que j'avais partagé. Alors, s'il y a des questions, comme le modérateur l'a dit, vous pouvez les poser et nous allons trouver un moyen de répondre. Sur ce, monsieur le modérateur, je vous repasse la parole. D'accord, merci beaucoup, docteur Doro, pour cette présentation très enrichissante. Donc, la présentation était très enrichissante. Mais avant de passer au prochain panéliste, dans le souci d'édifier tout le monde sur ce qui a été dit, si je m'attarde sur votre fin, si on se limite à votre fin, vous dites que l'IA a des problèmes majeurs, parmi lesquels que l'IA peut rendre faible. L'IA a des risques de surajustement et des PB de boîte noire. Donc, en gros, il faut connaître les principes fondamentaux avant de se lancer dans l'IA. Mais d'une façon un peu plus terre à terre, si je peux le dire ainsi, est-ce que vous pouvez nous donner de façon claire pour l'assistance? Je suis peut-être soit un jeune étudiant, soit même un passionné de l'IA qui veut se lancer dans les domaines des géosciences. Comment est-ce que je commence? Donc, de façon, pas détaillée, mais de façon simpliste, comment est-ce qu'une jeune personne qui veut se lancer dans l'IA, dans les géosciences, comment est-ce qu'il fait? Quel est le conseil que vous pouvez donner avant qu'on ne puisse se poursuivre avec les deux autres thématiques? Merci. D'accord, merci pour cette question. Je dirais la base de la base, éviter la boîte noire, éviter d'utiliser ce qu'on ne connaît pas. De nos jours, en 5-10 minutes, on peut avoir un maximum de documents sur les méthodes à utiliser. Vérifier si est-ce que la méthode que je vais utiliser est adaptée
à mon jeu de données. Est-ce que cette méthode-là a déjà été utilisée dans les travaux que je veux effectuer et tout? Essayer de se documenter. Il y a tellement de documents sur chaque méthode et tout. Essayer de lire. Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'intelligence artificielle, mais est-ce que toutes ces méthodes-là permettent de faire les mêmes tâches et tout? Donc, pour moi, c'est lire, lire, lire et encore lire. Il faut vraiment beaucoup lire avant de se lancer dans ce genre de travail. Je crois avoir répondu à la question. D'accord, merci à vous une fois de plus. Donc, je rappelle à l'assistance, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit déjà les noter sur un bout de papier, on y reviendra plus tard, ou l'écrire au niveau du chat de la conférence pour qu'on puisse recenser vos questions. Donc, sans monopoliser la parole, je vais passer la parole à l'ingénieur KB, Eric, qui va nous entretenir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prévention des risques naturels. Monsieur KB, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Est-ce que vous me recevez? Vous êtes reçu 5 sur 5. D'accord, d'accord. Je voulais vérifier de quoi j'avais le premier micro. Donc, je me présente. Moi, c'est KB Bono, ingénieur en géostatistique minière aussi, et je fais des études de doctorat en géostatistique computationnelle et appliquée. Donc, au départ, le modérateur et le précédent panéliste ont essayé de revenir sur la question de comment est-ce qu'on peut définir l'IA et quelles sont, en quelque sorte, les structures qui sont en fond d'écran lorsque nous manipulons un assistant d'intelligence artificielle ou alors un algorithme d'intelligence artificielle. Et je vais partager déjà, avant de commencer, l'avis des derniers panélistes, ce qui concerne l'approche à adopter lorsqu'on travaille avec ce genre d'outils. Il faut éviter les boîtes noires, ça veut dire qu'il faut éviter d'exploiter un outil dont on ne maîtrise pas les contours. Dans les définitions que vous avez suivies jusqu'ici, on fait mention de l'utilisation de différentes données, différentes informations pour essayer d'aider dans la prise de décision, par exemple, la prédiction, la reconnaissance des structures. Et en environnement, ce sont des choses qui sont utilisées qui peuvent être utilisées pour la prévention des risques ou alors, entre guillemets, la prédiction. C'est difficile de prédire en termes de risques dans le domaine environnemental ou alors, je vais prendre un cas qui m'intéresse le plus, ça fait déjà quelques années déjà, dans le domaine de prédiction des catastrophes naturelles, ou alors accidents naturels. C'est difficile de dire qu'on va prédire parce que, à la fin, même lorsqu'on a toutes les informations nécessaires pour le faire, on n'est pas Dieu. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain. On peut avoir des signes ou alors on peut reconnaître des patterns qui signalent qu'il y aura tel accident ou bien qu'il y aura tel événement et à la fin, ça ne se produit pas. Quelqu'un peut, par exemple, étudier la météo et puis dire qu'il va avoir une très forte quantité de précipitations aujourd'hui, mais à la fin, la journée d'aujourd'hui est ensoleillée et finalement, il ne pleut pas. Ça arrive. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, il faut se poser la question de comment est-ce que ce qu'on utilise peut avoir un impact sur notre communauté en général. Donc, aujourd'hui, dans ce qui m'est imparti de couvrir comme thématique, je vais vous entretenir sur comment est-ce que ça peut être utilisé, l'intelligence artificielle et les autres méthodes que nous avons déjà eu à aborder jusqu'ici, comment ça peut être utilisé pour aider notre communauté, surtout dans notre contexte en Afrique. Parce que nous avons l'impression que en Afrique en général, et pourquoi au Cameroun en particulier, nous subissons beaucoup plus la nature, plus que nous désignons à même capable de comprendre la nature et essayer d'anticiper. Pourtant, c'est ce que nous faisons dans les géosciences en général. Nous sommes censés mieux comprendre la nature et d'une certaine manière anticiper. Mais on a l'impression que nous subissons beaucoup plus que nous faisons cela.
On a eu des cas dans le passé, comme par exemple à l'Ouest, il y a eu des éboulements de terrain qui sont arrivés comme si ça surprenait tout le monde. Donc, comme s'il y avait personne qui pouvait être à un moment donné avisé ou alors informé de ce que ça peut arriver. On a eu des cas, par exemple, des routes qui se sont fendues en deux. Et cela aussi, c'est arrivé comme si ça surprenait tout le monde. Certaines personnes vont dire que c'est la sorcellerie, mais voilà, c'est ça le contexte africain. Pourtant, en principe, il y a des informations que l'on peut monitorer, qu'on peut suivre, qui peuvent nous donner un signal précurseur. Genre, je suis en train de voir telle chose, telle chose, telle chose. Faites attention parce que si ce que je vois continue, voici ce qui peut arriver. Et ça peut être la météo qu'on va contrôler, ça peut être le signal sismique qu'on va contrôler, ça peut être tellement de choses. Mais comment le faire? Comment est-ce que quel est l'environnement qu'il me faut pour regrouper toutes ces informations-là devant moi et pouvoir, c'est pas, à un moment donné dire que, attention, il faut bloquer telle route parce que les chances que la route là s'ouvre en deux sont élevées à cause de telle information, mais telle information, mais telle information que j'ai réussi à collecter. Donc, il y a beaucoup de méthodes, comme le précédent panéliste a mentionné, il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées en géosciences pour faire des prédictions, parce que ça, c'est un problème de prédiction aussi à un moment donné. C'est vrai qu'ici, il y a la composante probabiliste qui intervient parce que c'est la nature et puis on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, on va faire une prédiction avec, par exemple, des probabilités d'occurrence. Je vais dire, quelles sont les chances pour que la route s'ouvre, étant donné les données que j'ai devant moi actuellement. Donc, Monsieur c'est un Kabé, problème de... Oui, oui. bon, excusez-moi de vous couper dans l'élan de votre présentation. Bon, pour un problème de meilleure transmission, c'est assez difficile de vous suivre lorsqu'on ne vous voit pas. Je ne sais pas si on peut passer à la prochaine thématique, le temps que vous essayez de résoudre votre problème de caméra. Et là, nous reviendrons à vous plus tard. Je ne sais pas si c'est Oh, d'accord, possible. d'accord, ça marche. Ok, je tiens déjà à excuser auprès des différents intervenants et panélistes ce qui se passe là avec ces problèmes de matériel. Donc, sans plus tarder, je demande donc, au docteur ingénieur Bengue s'il peut prendre la parole pour nous entretenir sur la prochaine thématique avant que nous nous reviendrons sur M. Kabé. Monsieur Bengue, je vous passe la parole. Oui, bonsoir à tous. On peut peut-être mettre mon casque pour avoir une meilleure transmission. Ma caméra aussi, je suppose. Est-ce que vous me recevez bien là? Oui, nous recevons très bien. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde et c'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence qui pose une problématique qui est d'actualité, la question de l'intelligence artificielle d'une part et la question minière en Afrique d'autre part. Comment peut-on posséder 30% des ressources minières mondiales et être selon le continent et être selon la Banque mondiale le continent le plus pauvre? Ça, c'est une question qui est la question du siècle ou du moins la question des dernières décennies. La bauxite de la Guinée, l'uranium du Niger, tout ce qu'il y a en RDC comme coltan, tout ce qu'on peut retrouver comme or au Burkina, le pétrole du Nigeria, on a plutôt l'impression que ces ressources minières sont plus des malédictions que des bénédictions. Et donc, lorsqu'on reste absolument traumatisé par ce contraste qui reste contradictoire, c'est-à-dire d'une part, des ressources minières dans le sous-sol et d'autre part, une externalité en termes de développement qui est la dernière parmi les continents, ça interroge. Ça nous pose la question de savoir est-ce que finalement les ressources minières sont une malédiction pour les Africains? Est-ce que finalement il y a quelque chose qui ne marche pas? Donc, dans une première mesure,
on peut évoquer plusieurs causes, des causes anthropologiques, des causes historiques qui vont revenir sur la colonisation et plein d'autres choses. Le point que moi je vais aborder aujourd'hui, c'est le point de la gouvernance, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on estime être libre par la décolonisation, qu'est-ce qu'on fait de ce dont on se vante? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce dont on estime être des richesses les plus abondantes dans le globe. La gouvernance, c'est un très grand enjeu. C'est un très grand enjeu parce qu'aujourd'hui, on peut avoir les ingénieurs les plus forts, on peut avoir les écoles de formation les plus puissantes, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais un seul coup de signature suffit pour, par exemple, vendre toute une mine à la Chine, vendre toute une mine à la France, ou bien ne pas prendre en compte une réhabilitation. Donc, une fois que j'ai introduit la question de la gouvernance, il est quand même également important de préciser c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on cherche à protéger, ou alors quels sont les éléments qui, pour moi, me semblent les prérequis pour parler d'une bonne gouvernance. On va arriver à l'intelligence artificielle. Je sais que tout le monde attend ça, c'est un événement de mode, mais il faut comprendre d'abord le fondamental dans la question de la gouvernance. Aujourd'hui, bon, moi, je vais me focaliser sur mon cadre de réflexion qui est l'Afrique de façon générale et les pays d'Afrique francophone noire qui ont été colonisés par Paris ou bien par Londres, c'est-à-dire toute la partie sahélienne. Donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, tous les 14 pays d'Afrique francophone noire du Sud-Sahara. Donc, la formation, moi je commençais par la formation. La formation aujourd'hui reste encore ambiguë. Ambiguë parce que on a des ressources et on forme parfois des gens sur des choses, sur des ressources ou alors sur des éléments qui ne sont pas prioritaires ou alors sur des éléments qui ne sont pas en cohérence avec les besoins réels. Aujourd'hui, on a besoin, par exemple, des prérequis pour exploiter une mine. Les prérequis pour exploiter une mine, c'est quoi? C'est l'électricité, c'est l'eau. Aujourd'hui, les pays africains ne savent pas encore répondre à ces prérequis-là. Et pour moi, c'est absolument nécessaire parce que dans la pyramide de Maslow, on voit bien qu'à la première échelle, il y a des besoins primaires sans lesquels on ne peut pas passer à la seconde échelle, à la troisième, à la quatrième et à la cinquième. Et parmi ces besoins primaires, même les gens qui travaillent dans la mine ont besoin de charger le téléphone, ont besoin de boire l'eau potable. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre. Après, je n'entre pas dans quelques exceptions de quelques pays qui essayent de prendre déjà le pas là aujourd'hui. Donc, la formation est inadéquate par rapport aux besoins réels et aux besoins progressifs, que j'appelle les besoins évolutifs des pays. Ensuite, justement, il y a les questions de corruption que tout le monde connaît déjà. Il y a le cadre réglementaire et normatif qui est approximatif, qui est parfois copié-collé d'autres pays qui ont d'autres réalités socio-économiques ou bien socio-gouvernementales. Il y a plein de choses qui font que la gouvernance ne marche pas. Et donc, ça nous donne l'impression de nous dire peut-être on n'est pas suffisamment intelligent, peut-être on n'a suffisamment pas de moyens techniques, technologiques ou intellectuels pour pouvoir répondre ou alors pour pouvoir repenser à la question donc, de cette gouvernance-là. Et donc, l'intelligence artificielle, comme je disais, c'est un mot qui est à la mode. Mais d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis Philippe Lionel Ebengue. Je suis donc chercheur sur la question des durabilités et de la performance des industries extractives. Donc, aujourd'hui, je réfléchis sur comment les industries extractives, en Afrique en particulier, peuvent concilier la perception environnementale, l'acceptabilité sociétale et finalement une certaine performance et efficacité au niveau des ressources et au niveau de les exploitations minières. Et donc aujourd'hui, je travaille sur cette thématique-là et je travaille sur plusieurs autres thématiques, mais puisque c'est celle qui est concernée aujourd'hui, donc je vais évoquer cet aspect-là. Par ailleurs, l'intelligence, avant de parler d'intelligence artificielle, il faut savoir ce que c'est qu'une intelligence. Une intelligence, ça va être une certaine
capacité. Ça veut dire qu'on peut être moins intelligent aujourd'hui, être très intelligent demain, ou alors on peut naître comme ça. Donc, l'intelligence, ça peut être une capacité ou bien une prédisposition naturelle à pouvoir réfléchir plus vite, à pouvoir penser, à pouvoir coordonner, à pouvoir superviser, à pouvoir justement résoudre des problèmes. Donc, une fois que je parlais de l'intelligence, on va ajouter le mot artificiel. Artificiel parce que, comme ça s'entend, l'artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fabriqué. Et donc, de facto, de nos jours, encore inférieur à l'homme, parce que l'homme, effectivement, peut débrancher une intelligence artificielle, l'homme peut la coder, l'homme peut la modifier, l'homme peut même la troubler. La preuve est que lorsqu'on va sur ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, on lui demande de faire 1 plus 2. Après, il donne la réponse, il dit 3. Après, on écrit un message en bas pour lui dire, je pense que tu as donné une mauvaise réponse, et pourtant c'est une bonne réponse. Et l'intelligence artificielle va répondre, excusez-moi, vous avez raison. Donc, vous lui avez dit de faire 1 plus 2, il vous a donné 3. Vous pouvez tester ça chez vous. Et après le 1 plus 2, il vous donne 3. Vous lui dites, là, tu as fait un mauvais calcul. Normalement, 1 plus 2 est égal à 17. Je dis des bêtises. L'intelligence artificielle va dire, oui, tu as raison, tu as fait une erreur. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence pure, ce n'est pas une intelligence fondamentale. C'est un outil d'aide à l'efficacité, à la performance, qui peut faire des erreurs, qui peut être non performant, qui peut ainsi de suite. Voilà. Donc, comment l'intelligence artificielle peut donc nous aider dans la question de la durabilité, dans la question de la gestion des ressources, dans les questions de changement climatique, dans la question de l'urbanisme progressif. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais tenter de critiquer la question de l'intelligence artificielle liée à tous ces concepts-là. L'intelligence artificielle, donc, pour rentrer un peu dans du technique, Howard va définir ce qu'on appelle les 8 intelligences, des 8 intelligences progressives, parmi lesquelles on peut trouver des intelligences conceptuelles, on peut trouver des intelligences cartographiques, on peut trouver plein d'intelligences. L'intelligence artificielle va être inférieure à l'homme en ce sens où une intelligence ne peut pas, à moins qu'on nous crée des robots plus tard, qui vont être des mécaniques assez particulières, mais une intelligence artificielle n'a pas de sentiment, par exemple. Et je parle du sentiment, pourquoi? Parce que là, on va aborder la dimension psychosociale de la gouvernance. Une intelligence artificielle n'a pas de sentiment. Pourquoi c'est important qu'une intelligence ait un sentiment? Parce que lorsqu'on veut, par exemple, virer ou licencier 1000 personnes dans la mine d'uranium de Mouraren ou bien dans la mine de bauxite, par exemple, en Guinée, l'intelligence artificielle ne peut pas savoir ce que ressent une famille dont le père a travaillé là-bas pendant 30 ans et qui n'a pas d'indemnité et qui n'est pas prise en charge. L'intelligence artificielle n'a pas de sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, en termes d'urbanisme et de gestion des ressources, il faut par exemple déplacer des gens parce qu'on veut extraire une mine, l'intelligence artificielle, par exemple, n'aura pas pitié d'une mère qui a son enfant ou bien n'aura pas pitié d'un jeune orphelin qui est là et qui a passé toute sa vie là et qui ne sait pas où aller se recaser. Donc déjà, la notion d'intelligence artificielle dans les questions stratégiques, des questions de gouvernance et des questions techniques est à prendre avec des pincettes justement parce qu'elle ne va pas avoir des éléments psychosociaux, des éléments du supramental que l'homme lui va avoir dans le cadre d'une prise de décision. Donc je parlais par exemple du sentiment. L'intelligence artificielle également, va également être limitée parce qu'elle ne tient pas compte justement dans la notion de la durabilité, parce que j'ai défini la durabilité comme étant l'intersection entre l'empreinte environnementale, l'acceptabilité sociétale et la performance économique d'une entreprise lors d'une industrie extractive ou d'un projet minier. Donc, lorsque l'intelligence artificielle va prendre ces 3 données, il aura une approche objective. Et pourtant, dans des projets d'industrie extractive, que ce soit de la gestion et plein d'autres choses, il y a
la question de l'acceptabilité sociétale qui n'est pas une question objective, mais qui est une question subjective que l'intelligence artificielle ne peut pas traiter. Ne peut pas traiter le subjectif, c'est-à-dire la capacité à pouvoir hésiter, la capacité à pouvoir avoir pitié, en fait, ou bien la capacité à pouvoir gérer une question tribale ou bien une question ethnique qui date de l'histoire. Je prends l'exemple du changement climatique. Il va nous faire des modélisations sur comment l'exploitation d'une mine d'uranium va détruire finalement l'environnement. Il va faire des modélisations, tout ce qu'on veut, on peut planifier, on peut coder tout ce qu'on veut. Mais il n'y a que l'homme seul qui ressent la quantité de température que le soleil renvoie lors du changement climatique. L'intelligence artificielle ne peut pas ressentir ça. Donc, il est dépourvu, l'intelligence artificielle, de la logique psychomentale. Donc, lui, il va se concentrer sur la partie plutôt objective. Effectivement, les prédécesseurs le disaient, la question de la donnée, la question de la modélisation, la question des paramètres qu'on peut régler et qu'on peut gérer à toutes les guises. Voilà, donc. Là, avec le cliché que j'ai posé, beaucoup auront l'impression que je suis en train de mal parler de l'intelligence artificielle ou bien de dire que ce n'est pas utile ou bien que c'est une très mauvaise chose. Non, je préfère commencer par poser les bases d'un outil qui peut conduire la planète Terre dans un gouffre. Mieux vaut ce qu'on a déjà qui est en sécurité que quelque chose qui va nous conduire dans une perdition totale. La preuve est que les étudiants même et les élèves n'apprennent plus leurs leçons que vous passez par ChatGPT. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous faire de bien et qui serait intéressant? Par exemple, les codes miniers, je disais tout à l'heure que c'est des codes obsolètes. Aujourd'hui, on ne sait même pas décrire dans ni aucun pays africain quels sont quel est le cadre législatif et réglementaire qui permet aujourd'hui à un pays qui a été agressé par une entreprise extérieure qui est venue exploiter, par exemple, des réhabilités. On a l'exemple justement du Niger, de l'uranium du Niger. On a l'exemple de tout ce qui se passe à l'Est Cameroun et au Nord en termes d'extraction artisanale de l'or. On a l'exemple de la RDC, on a l'exemple des diamants de sang, on a l'exemple du Libéria. C'est éparpillé en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun code minier en Afrique aujourd'hui qui nous donne une démarche irréprochable en termes de gouvernance pure, claire et propre de la gestion minière d'un pays. Ça n'existe pas encore. Il y a encore beaucoup d'imperfections qui proviennent, de ce que j'appelle le plagiat intellectuel et technique, c'est-à-dire que nos ingénieurs, nos gouvernants, nos ministres, tout ce que vous voulez, sont allés copier des codes ailleurs pour venir appliquer ça dans des contextes qui n'ont rien à voir, où les gens n'ont même pas le riz et la sauce pour manger chaque jour, ni 1 litre d'eau potable à boire. La deuxième des choses, c'est, toujours parlant de la gouvernance, la deuxième des choses qui pour moi me semble pertinent à lever, c'est le fait que aujourd'hui, les formations, je reviens encore là-dessus, les formations sont inadéquates. Donc, comment l'intelligence artificielle peut, par exemple, nous aider? D'abord, dans le premier cas, ça peut, par exemple, commencer avec ce que j'appelle une critique du cadre réglementaire et normatif. Ça veut dire, on peut, par exemple, prendre tout le code minier et on nous paramètre pour les gens qui sont forts sur le codage et tout ça, on paramètre une réflexion et une intelligence qui soit cohérente et qui prend en compte des réalités locales pour que ces intelligences-là puissent critiquer le code minier et proposer des adaptations qui soient absolument cohérentes avec notre cadre socio-politique et socio-économique. Ça, c'est la première des choses. Pareil avec la formation. Aujourd'hui, on a des formations à tort et à travers, des masters en environnement. On a plein de trucs, des diplômes d'ingénieur et tout ça. Et à la fin de tous ces diplômes-là, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à prendre une mine qui fait partie de ces 14 pays-là pour montrer au monde que voici une mine type qui est une mine que les Noirs ont fait et qui est puissante, comme on montre les mines d'Afrique du Sud, comme on montre les mines du Maroc au niveau du phosphore, comme on montre les mines en Australie, ainsi de suite. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique, on est vraiment dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on a du mal à se détacher avec des pratiques ancestrales qui n'ont rien à voir avec nous et qui ne sont pas adaptées à notre cadre réglementaire et normatif. Donc, je peux passer toute la nuit à
à dire qu'est-ce qu'il y a à faire et comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Donc, je peux passer toute la nuit à dire ça. Il y en a tellement plein. Là, j'ai pris le cas du code minier. Là, je peux prendre le cas des entreprises. Je peux prendre le cas des entreprises et je peux prendre le cas de la gestion environnementale en rapport avec le changement climatique. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis même pas sûr que le gouvernement, par exemple, de Yamoussoukro, je ne suis pas sûr que le gouvernement de Yaoundé, je ne suis pas sûr que le gouvernement de Port-Gentil est au courant de ce qui se passe au nord du pays à 450 000 km en ce qui concerne la dégradation abusive de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils. Et pourtant, on pouvait avoir des drones qui traitent les imageries aériennes, on pouvait avoir des caméras longue portée, on pouvait avoir plein de choses qui arrivent à capter ces images-là et lancer les alertes au niveau des ministères en temps réel pour qu'on puisse agir. Mais aujourd'hui, comme je dis, pour moi, ça semble des grosses problématiques parce qu'on n'a pas encore résolu les problèmes primaires. Pareil pour l'urbanisme qui ne connaît pas la question des déchets, la question de la circulation, la question... Tout ça, c'est des problématiques qui sont dans le même paquet et qui nécessitent une ouverture de nos gouvernements, que ce soit pour la durabilité des industries extractives, que ce soit pour la gestion des ressources. Je n'ai même pas envie de trop parler du changement climatique parce que le changement climatique, il faut d'abord manger, être rassasié avant de parler d'environnement et puis de changement climatique. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais c'est une conférence, à mon avis, pour donner des ouvertures d'échange, pour donner des pistes de réflexion. Mais l'intelligence artificielle peut aider pour critiquer, pour améliorer, pour optimiser, mais à mon avis, pas pour créer, parce qu'elle est encore trop limitée, elle est trop dangereuse et trop risquée pour qu'on lui confie toutes nos vies, pour qu'on lui confie notre changement climatique. Donc, je reste totalement ouvert si jamais il y a des questions dans la suite qui concernent mon intervention. Merci.